Bonjour et bienvenue à On Jase, édition de la Thanksgiving, de l'Action de grâce. Luc Dansereau est là, Gaston Terrien sera là également et Pierre Lebrun. Nous, on ne fait pas relâche, mais peut-être qu'on va manger de la dinde. Bonjour et bienvenue à ce lundi d'Action de grâce. On ne prend pas congé. Non. C'est pas parce que j'ai pas essayé. C'est vrai. 14 octobre 2017, Martin Lemay. Et ça aurait été loin quand même mardi pour parler du match de samedi. C'était un bon match, j'aimais ça samedi. Le Canadien qui a mieux joué qu'il l'avait fait contre Détroit. Vous me direz que ça n'a pas été difficile parce que c'était assez pathétique mardi face au jeudi face aux Wings. Ouais. Mais le Canadien qui a bien joué. Il y a bien des choses que j'ai aimées dans le match de samedi. On va en parler avec Gaston Terrien, avec vous autres, bien sûr. Et on va parler également avec Pierre Lebrun. On va prendre vos commentaires à travers tout ça. Demain, jour de match, Canadien Lightning, un autre défi difficile pour le Canadien de Montréal. Le mardi, normalement, on a Guy Boucher qui sera avec nous, Gaston, bien sûr, et on aura Yannick Gourde du Lightning de Tampa Bay en entrevue. Donc, on commence la semaine très fort. Plus difficile début de saison quand même pour le Lightning qui a perdu à Ottawa samedi. Ouais, c'est ça. Vous me demandez comment ça? On demandait comment ça, mais ça veut dire que le Lightning va offrir une bonne performance demain, par exemple. Le Canadien devra être prêt. Oui, mais ils sont ici quand même depuis... Oui, c'est sûr, mais pareil. Depuis samedi Une équipe d'expérience. C'est dimanche, lundi à Montréal, plein de choses à faire. Ouais. Puis d'après moi, ils ne sont pas allés à l'insectarium. Une équipe d'expérience quand même, le Lightning. Bon, on va aller également, comme je Gaston. disais, avec Pierre, mais avant, on va aller immédiatement à Gaston. Salut Gaston, comment ça va? Hey, salut Luc, ça va très bien. Salut. Good. Meilleur match samedi. Il y a eu plein de choses qui ont été intéressantes. La première chose que tu as envie de parler, est-ce que c'est Jonathan Drouin, Max Domi? Je te dirais que les gens veulent parler de Jonathan Drouin. Là. Ah oui, je je me demande bien pourquoi. Moi. Oui. C'est important parce que, premièrement, c'est un Québécois, puis il n'a pas eu une bonne fin de saison. Il n'a pas eu un bon camp. C'était très difficile pour lui. On l'a muté du deuxième trio de l'aile gauche à l'aile gauche, mais sur le troisième trio, avec un jeune qui n'avait pas eu un bon camp, Kotkaniemi. En tout cas, le début de saison commence. On a 5 matchs de jouer du côté du Canadien et Jonathan Drouin a été très bon. A donné ce qu'il avait à donner, c'est-à-dire d'être productif offensivement. On ne lui demande pas toujours d'être impliqué défensivement, mais on lui demande 9 fois sur 10 d'être très impliqué offensivement parce qu'on a besoin de son grand talent. S'il peut marier un peu la défensive à son offensive, il va devenir un joueur très complet dans la Ligue nationale. Mais dans le moment, il nous a donné ce qu'on avait à donner. On a été dur, tout le monde, mais avec raison, parce qu'on voulait qu'il travaille un peu plus. Le talent ne fait pas foi de tout. Il a pris les bouchées doubles, il a mis ses bottes de travail, il s'est levé debout dans le vestiaire pour parler aux journalistes. Il a fait des choses pour que tout le monde commence à voir et à comprendre qu'il était un joueur capable d'aider le Canadien. Curieusement, non, mais juste pour le fait qu'il se lève dans son casier, je sais que pour plusieurs partisans, c'est une bagatelle, mais c'est quelque chose que Éric Bélanger souhaitait. Et la journée qu'Éric Bélanger a fait une montée de lait là-dessus en ondes, le lendemain, Jonathan était debout. Donc, je ne sais pas si ça rapporte. Mais... Puis Gaston, ce que tu disais tantôt là, par rapport aux joueurs québécois, puis on veut les aimer, tout ça. Philippe Hamelin sur Facebook, il dit 82 matchs chez long, il va suffire de 2-3 mauvais matchs qui seraient normaux. Puis là, la planète hockey va commencer à retaper dessus. Non, c'est pas tout à fait vrai, là. Je vais donner le meilleur exemple, Brendan Gallagher. Ça fait combien d'années qu'il est à Montréal? Ça fait 6-7 ans, en tout cas, au moins 5 ans et plus. Drouin, dans la Ligue nationale, c'est 5 ans et plus. À Montréal, on va critiquer un joueur de talent qui ne s'implique pas au point de vue du travail. On ne critiquera jamais un joueur qui est toujours en train de travailler. Quand on a critiqué Gallagher, quand on a critiqué Paul Byron, ce sont des joueurs qui ont moins de talent pour marquer des buts que Jonathan Drouin, mais ont peut-être un peu plus à cœur de travailler, de se présenter. Et jamais, je dis, on peut dire Gallagher connaît un mauvais match. Ça arrive, 82 matchs, oui. Mais on va toujours dire qu'il a travaillé, il a essayé. Même chose pour Paul Byron. C'est très rare qu'on va
entrer en onde le lendemain à 11 heures, on va dire, écoutez, Paul Byron, il se traîne les bottines. C'est pas vrai. Dans le cas de Jonathan, peut-être que son style est plus nonchalant ou moins impliqué dans certaines phases de jeu. On va lui pardonner. Mais s'il patine, s'il prend des bons lancers, s'il fait des bonnes passes, c'est un joueur qui est capable de bien faire paraître ses coéquipiers, on va lui pardonner ça, qu'il soit québécois, chinois, allemand, noir, blanc. Je pense qu'à Montréal, ce qu'on est capable de reconnaître, c'est un joueur de hockey qui en donne pour le talent qu'il a. Sébastien Saint-Laurent dit ce qui a changé cette saison depuis le début de la saison pour Drouin, c'est qu'il accepte la mise en échec pour compléter un jeu. Oui, il est plus souvent impliqué sur le long des bandes. À l'occasion, il va essayer de toucher à la rondelle pour faire le détail de récupérer ou garder la rondelle en zone ennemie, puis il va encaisser une mise en échec. Ça, c'est correct. Maintenant, je suis persuadé que Claude Julien lui en parle, persuadé que Kirk Muller, on va lui demander d'aller un peu plus au filet, de s'impliquer dans où c'est payant, mais ça fait mal, ça veut dire l'enclave, d'aller au retour de lancer. Il est capable de le faire. C'est un plein de choses. Capable de faire plein de choses. Oui, c'est plein de choses qui fait le mieux. Là, comme son but, là, c'est un lancer que normalement, il aurait peut-être essayé quelque chose, une feinte, une passe. Puis moi, je vais même rajouter ceci. Il a fait quelques belles passes devant le filet que, si moindrement, on aurait été un petit peu plus finisher, on aurait peut-être rajouté un point à la fiche de Jonathan Drouin. Moi, c'est du quoi? Bravo à Jonathan Drouin. Bravo de faire ce qu'il fait présentement. Moi, j'ai envie de dire bravo à la foule. Parce que, tu sais, moi, j'allais demander, que ce soit sur le show On Jase ou j'allais demander par texte sur le rds.ca. J'ai parlé avec Éric Bélanger sur le show. J'ai parlé avec David Perron de Drouin. C'est drôle parce que Drouin jouait contre David samedi. Puis David, il disait, tu sais, tu as un Québécois de talent qui veut puis il est heureux d'être là. Je pense que les gens devraient l'applaudir et l'encourager. Puis Bélanger disait que ça fait... Tu sais, moi, je pensais que c'était du niaisage de Fafan ou de journaliste de dire encourager un gars de chez nous. Mais Éric Bélanger disait non. Ça fait une grosse différence dans ton humeur, dans ton implication, là, de te faire encourager, surtout quand ça va pas. Mais moi, je dis que tu as raison, Martin, mais s'il travaille, je suis persuadé que le monde va lui toujours demander, offensivement, de produire. Mais s'il s'implique, on va lui pardonner plein de choses. Oui, mais comme Éric disait... Pas que la critique, elle vient du fait que Jonathan Drouin, pauvre petit coco, puis peut-être... Non. La critique vient qu'il ne s'est pas impliqué. Dans le camp d'entraînement, il est dit zip, zap, zoup. Fait que là, commencez pas à dire encouragez-le. Il fallait qu'il se réveille. Lui, il nous a dit attendez que la saison commence. Peut-être. Mais tu n'es pas obligé de marquer ou d'aller de mise en échec. Mais tu peux patiner. Il n'a rien fait du camp. Là, oui, mais exemple, il est bon. Bellé, il parlait de son temps à Edmonton, ce que ça allait pas, là, puis il disait c'était tout le temps les mêmes, puis qu'il le picassait. Il dit, crime, il n'y a pas une fois que je suis parti chez nous en me disant je vais me pogner le cul, tu sais. Quand je vais dire je vais pas m'impliquer, je vais dire que je vais tourner les coins ronds. Tes intentions sont bonnes, mais les affaires marchent pas. Puis au lieu de te faire fesser sa tête, des fois, juste de te faire encourager. Oui, mais je comprends, Martin, puis je comprends Éric Bélanger. Je l'ai eu, Éric Bélanger, là, à Rimouski Junior. C'est un gars qui avait un immense talent junior, puis il était capable de faire une carrière, mais il travaillait. Et moi, il y a des fois, je t'en maudis après. J'aurais aimé ça qu'il marque toujours 3 buts. Mais des fois, je me disais, il a essayé, ça n'a pas marché. Venez pas me faire à croire que Jonathan Drouin, il essaye à tous les matchs, c'est pas vrai. Maintenant, de dire, avant de partir pour le match, je m'en vais là, puis je vais bien faire, non. C'est dans son attitude, sa préparation qui fait en sorte qu'il travaille moins. Lui, travailler pour lui, c'est un fardeau. Il y en a qui travailler, ça fait partie de leur ADN. Lui, c'est un fardeau. Mais pour réussir, il faut que tu travailles. Puis moi, jamais je vais dire le contraire d'Éric Bélanger. Sauf que je pense que Jonathan, il y a des matchs, ça y tente moins de s'impliquer, de prendre un coup de coude puis de goûter le sang. C'est correct. Mais je pense pas que le monde va dire « Ah, c'est Jonathan Drouin, on l'a assez critiqué. Mon Dieu, qui a été bon aujourd'hui. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je crois pas à ça du tout. Et curieusement, Julien a parlé dans son point de presse, mais il a aussi parlé de ses compagnons de trio, mais il a dit que c'est Jonathan qui rendait les autres meilleurs. Oui. Moi, je m'excuse, je ne sais pas qui rend qui meilleur, mais Kotkaniemi, j'aime beaucoup la tendance. Écoute, il prend des mises en échec, il en redonne, récupération de rondelles, protection de rondelles le long de la bande. Honnêtement, on voit une facette de Kotkaniemi. Les gens riaient de sa prise de poids, là. C'est le fun de le voir aller. Oui, mais là, c'est un début de saison qui va bien pour lui, entouré de Drouin qui va bien. Mais Kotkaniemi, un matin, il doit dire « Oh, faut que je continue à travailler. » Quand tu regardes les trios, que Suzuki n'est pas sur les 12 attaquants du Canadien, mais qui alterne avec Kotkaniemi au centre, pour le jeune, il doit dire « Oh, boy, j'ai-tu fait quelque chose de mal? » Un point d'interrogation automatique, là. Il alterne pas avec Thompson, il alterne avec Kotkaniemi.
Ça veut peut-être rien dire. Peut-être que Claude il a dit, regarde, casse-toi pas la tête. Mais moi, je sais une chose. Quand tu es jeune, on te fait alterner, tu dis, hop, faut vraiment que je prenne ça au sérieux. C'est correct. Claude a bien agi. Il pousse le jeune à toujours bien performer. Oui, parce que les trios à l'entraînement, c'était spécial aujourd'hui, l'entraînement du Canadien, c'était au Centre Bell parce qu'il y a une photo d'équipe. Tatar était avec Dano Gallagher, ça n'a pas changé. Domi, Lekonen, Will. Je ne sais pas si vous avez aimé ce trio-là samedi. Non. Pas en tout. Non, pas du tout. Moi, c'est Paul Barron, il faut qu'il soit là. Parce que je l'ai déjà expliqué, il y a eu des antécédents de 20 buts en Ligue nationale et un peu plus, 21, 22 buts. Puis il a été blessé l'an passé, il n'a pas eu 20 buts. Mais Paul Barron est un marchand de vitesse. On ne peut pas dire, ouais, mais Gaston, Will, c'est 6 pieds 4, c'est pas vrai. On ne peut pas dire, mais Gaston, Will, il travaille pas. C'est pas vrai. Paul Barron se crée des chances de marquer. Sauf que, comme entraîneur, j'ai été entraîneur, tu t'identifies à des joueurs. Moi, j'avais des joueurs que j'aimais un peu plus, puis je pardonnais un peu plus. C'est normal. Claude, il aime Will. Michel Therrien, il aimait Paul Barron. C'est pas la même chose. Donc, son temps de glace de qualité à Paul Barron a diminué un petit peu. Oui, mais Barron, moi, je l'adore, là. Mais Barron produit ses chances de marquer sur le rush, les échappées. C'est pas un grand fabricant de jeu, Paul Barron. Puis Will. Will, il a la tête plus. C'est plus. Non, voyons, Gaston, pas d'accord. C'est un joueur de soutien. Attends une seconde, on parle du style de jeu. Là. Will, là, on joue sur l'avantage numérique, certainement parce qu'il est capable de faire des passes et qu'il a la tête haute. Parce qu'il est droitier. Ben non. Il est droitier. C'est la seule raison. Ben non, c'est pas deux joueurs pareils, mais pas partout. Ils jouent pas pareil. Ils jouent pas pareil. Ils travaillent tous les deux pareils. Ils sont deux petits joueurs pareils. Paul Byron est un meilleur marqueur que Will dans ses antécédents de carrière. Ah, marqueur, oui. Je veux juste te dire que Paul Byron produit sur le rush, tandis que l'autre s'installe et fabrique des jeux. Tu vas pas faire un give and go avec Paul Byron, ça ne reviendra pas. Martin, arrête. Là. Qu'on parle des oranges avec des oranges, là. Moi, je te dis que Paul Byron est un meilleur joueur d'hockey que Jordan Will. Là. Voyons donc. C'est impossible que tu puisses les comparer. Will m'allait dans une équipe comme... pas une équipe au hasard. Edmonton. Il joue sur un 4e trio, peut-être, qui est 13e attaquant. La seule place qui joue sur un 2e trio, c'est à Montréal. C'est la seule place. Comment il y a eu de buts dans sa carrière? Il y a-tu des 20, 22, 12, 14, 18, 20? Non! Parce que Claude, c'est correct. Il en profite. Bravo! Mais venez pas me faire croire que le Canadien va entrer dans une série avec Will à gauche, à droite, sur le 2e trio, puis qu'il va gagner la Coupe Stanley avec lui. Jamais. Pas pantoute. Je pense pas que le Canadien va gagner la Coupe avec Will, sa 2e. Je veux juste te dire que Barron et Will ne sont pas le même genre de joueurs. C'est ça. Barron est meilleur, il devrait jouer sur le 2e trio. Ça, t'as raison. Je t'approuve aujourd'hui. Ça dit bien, les gars, les dernières semaines, ça a été je suis d'accord avec Martin, je suis d'accord avec Gaston. Ça fait du bien, là, un petit peu. Toi, trouves-tu que Paul Barron, c'est un fabricant de jeu ou c'est un gars qui fait ses chances? Un pour un, là, tu échanges Paul Barron contre Will. Un pour un, tu dis, ouais, je fais la transaction. La valeur de Will est meilleure que celle de Barron, c'est ça que tu me dis? Non, c'est pas ça que je te dis. Je ne sais pas c'est quoi le temps le matin. On dirait que tu veux me mettre quelque chose en bouche. Fais juste te dire, Barron et Will, c'est pas le même genre de joueur. Là, toi, tu reviens avec qui est meilleur, puis Barron est meilleur, Barron a marqué 20 buts. Moi, je fais juste te dire... Il faut que tu sois meilleur que l'autre. Oui, je fais juste te dire que Barron produit... Sa production de points et de buts vient du fait de sa vitesse, provoque des revirements sur le rush. C'est pas le gars avec qui il va se faire un tic-tac-toe puis qui va en mettre dedans. Non. Martin, je comprends ce que tu dis. C'est juste ça que je te dis. Ça paraît que tu voulais avoir un congé aujourd'hui. Là. Oui. Tu as besoin d'un gars sur le 2e trio à droite. Oui. Toi, tu me dis... Paul Byron provoque des buts par sa vitesse, puis son rush, puis peut-être. Ouais. Puis oui, tu m'as pas parlé de ses buts, puis je suis un 2e trio. Oui. Je fais juste te dire que c'est deux gars qui jouent pas pareil. C'est juste ça. C'est moi ce que je te dis. Donc, c'est un 2e trio, tu prends le meilleur. Ça revient à ce que je te dis. Pour moi, Paul Byron, c'est un meilleur joueur que oui. Je sais que statistique avancée, le Canadien aime beaucoup Jordan Will depuis longtemps. Oui. Là, fait que ça, c'est un. Il commence avec la rondelle parce que souvent, s'il prend la mise en jeu, il va gagner. Mais c'est sûr qu'il y a 25 buts en carrière dans la Ligue nationale. Je comprends vos deux arguments. J'ai jamais dit que Will c'est le meilleur buteur. C'est ça. La preuve, je serais bien niaiseux. Alain Gaston. Gaston, il a dit c'est parce qu'il est droitier. Mais c'est un bon point aussi quand même.
qui est droitier. Oui, surtout sur le face-up parce qu'on n'en avait pas. Mais il est bon en mise en jeu. C'est pas aujourd'hui qu'on va te dire que Will, c'est un bon marqueur après qu'il ait manqué l'open net samedi. Non, mais la question de Luc était, êtes-vous d'accord que Will, c'est le deuxième trio? J'ai dit non, pas en tout. Toi, tu as dit, oh, pas pire. Non, tu vois, il a dit, avez-vous aimé le trio de Lekonen, Domi, Will? Tu vois, tu changes tout. Tu changes tout. Caroline, j'espère que tu vas en manger de la dinde, toi, aujourd'hui. Je voulais dire, êtes-vous d'accord? Je suis pas d'accord. C'est quoi t'as dit? J'ai dit, je suis pas d'accord. Non, c'est à Luc que je parle. C'est quoi t'as dit? Je m'en rappelle plus, là, mais c'est parce que je lis des commentaires en même temps. Là. Non, mais Martin, tu as besoin d'un gars sur un deuxième trio. Là. Pense, réfléchis avant de parler. Là. Comme tu fais souvent, je sais que tu es capable d'analyser les choses. Oui. Bon, les gars, il nous faut un gars de deuxième trio. On a Armia. On a Will. On peut mettre Lekonen. On peut mettre Paul Byron. On pourrait peut-être mettre Cousin. Bon, on va éliminer Cousin, il n'ira pas sur le deuxième trio. Puis là, il faut que Domi soit capable de bien jouer avec son ailier droit puis son ailier gauche. C'est Domi, joueur de centre. Parce qu'on n'a pas, on change jamais le trio de Gallagher. Donc, en fonction de ça, tu te dis, là, si je mets Lekonen à gauche, patine, marque pas souvent. Je mets qui à droite? Ben, mais dis Will, 50 buts, lui, par année. Là, Domi, tu lui dis, viens ici, Max, mon chéri d'amour. Tu joues avec Lekonen. Oui, il va patiner, marque pas souvent. Ouais, mais attends, là. Attends la nouvelle à droite. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de te mettre Will. Travaille beaucoup. Oui. Mais on recommence contre le début. Ben, c'est ça le problème un petit peu. Là. On voudrait savoir comment tu peux faire, toi. Hey, Billy Bob, sur notre page On Jase, puis Hugo Bouchard sur Facebook viennent de nous régler le problème. Ils viennent de vous régler le problème. Là. Il dit, vous parlez de Byron puis Will, les deux jouent mieux que Suzuki et Lekonen. Pourquoi pas les faire jouer les deux avec Max Domi? Byron à gauche puis Will à droite. Ça serait quoi ta deuxième ligne, Gaston? Ben, parce que Claude aime Will, mais Claude aime aussi Lekonen. Parce qu'il y a des tendances d'être plus défensif, il patine. Donc, lui, Claude, dans sa tête, Lekonen, dans le moment, s'il ne joue pas à gauche sur le deuxième trio, il va jouer à droite. Il va le laisser sur le deuxième trio avec Domi. Mais là, c'est à droite. C'est Paul Byron. Même Lekonen à droite, mais Paul Byron à gauche. Moi, je pense que tu as plus d'offensive en faisant jouer Byron à gauche. Lekonen, là, à gauche-droite, il ne comptera pas plus. Il va compter la même chose. Puis il va travailler la même chose. Donc, mets-le à droite, puis mets Byron à gauche. Mais là, tu ne peux pas mettre Will à gauche. C'est un droitier. Un droitier, c'est très difficile d'aller à gauche. Donc, moi, je dis, si tu veux fait que c'est peut-être pour ça que Will joue là. Parce qu'après ça, tu te ramasses avec 3 droitiers. En bas, tu vas te ramasser avec Suzuki, Thompson, puis Will. Ça, c'est pas un droitier, Thompson, par exemple. Non. Là, en bas, tu as Drouin, tu as Kotkaniemi, tu as Armia comme troisième trio. Ouais. Puis là, après, tu tombes sur ton quatrième trio. Hey, t'es bien mieux d'arranger ton quatrième trio que ton deuxième. C'est vrai que ton quatrième, à ça va t'aider pour la Stanley Cup. Fait que Will à gauche, tu t'en sacs, c'est bon? Will à gauche, mais aller où tu veux sur le quatrième trio, c'est bing-bang entre dedans, tant pis plein prudent. C'est bon, Will au centre, puis Thompson à gauche. D'après moi, le Suzuki, faut pas être... Moi, je pense que Cousin va aller à gauche, Thompson va aller au centre, puis Will va aller à droite. Puis d'après moi, Suzuki va aller bientôt rejoindre notre ami Joël Bouchard, et on va peut-être, comme 13e attaquant, prendre un PK, un Belzile. Je ne sais pas qui qu'on va prendre, mais on ne mettra pas Suzuki d'un gradin. Puis là, déjà, alternance. Puis là, je regarde si mon ami Luc est bien réveillé. Je le sais qu'il l'est. Je regarde Fleury. Mettez Weber, Kulak, Petrie, Chariot, Olin, pas de Fleury. On fait 4 games. Oui, Riley, Fleury, c'est à l'extérieur. Là, Riley, il apprend quoi, Martin, les gradins? Riley apprend... Relish, ketchup, à gauche et hot dog. Ouais. Il apprend rien. Mais Suzuki, j'ai pas haï son match. Je vois pas pourquoi il est en alternance. Moi non plus, je vois pas pourquoi, mais étant donné que moi et toi, on n'est pas l'entraîneur, on peut rien y faire. Il est en alternance. D'après moi, c'est un signe, peut-être une tape ses doigts. Tu fais ça un vétéran, mais est-ce que tu le fais un gars de 20 ans, tu dis, regarde, t'es peut-être 13e. Tu alternes avec Kotkaniemi. Donc, si je te fais jouer, je ne fais peut-être pas jouer comme tabarouette. Les jeunes, ils doivent être sur le nerf. C'est correct de les tenir sur le nerf. Pas trop. On va te dire une affaire, Claude,
quand il est parti de Boston, la première chose que Don Sweeney a dit, c'est maintenant que Claude est parti, on pourra faire jouer les jeunes. Là, il arrive à Montréal, puis là, il sort Fleury, il dit quand ça va pas moins bien, il faut faire jouer les vétérans. Hey, Tabarouette, il a gagné. Sais-tu que tu es en train de nous dire que Claude, bientôt, va être congédié parce qu'il garde Fleury en Suzuki, puis il ne t'envoie pas en bas. C'est ça que tu annonces un matin, toi, à 11h. T'es fort. Moi, Claude, il sait, d'après moi, que si au mois de novembre, il est 12e dans la conférence, il n'y a pas de job. Ouais. Non, mais c'est sûr que Claude, il veut gagner, puis je ne connais pas un entraîneur qui ne veut pas gagner. Sauf que il faut qu'il y ait des ordres précis annoncés aux gens à Montréal. Je te parle toujours de Montréal. Écoutez, peut-être les séries cette année, ça va être difficile. Mais ça va être difficile parce qu'on va former, on va essayer de faire progresser nos jeunes et on va y aller par match, par groupe de matchs de 10. Après 10 matchs, s'ils suivent le rythme, le pace, comme Marc Bergeron dit, ils restent là, même si on perd des points, on va les faire progresser pour l'an prochain. S'ils ne suivent pas le rythme, on va y aller avec des vétérans et on va essayer de patcher. Mais je pense que le Canadien n'a pas vraiment plus de chance avec des Cousins dans l'alignement qu'avec un Suzuki dans l'alignement de participer aux séries. C'est pas ça la différence. Mais Claude veut gagner. Puis comme tu l'as dit, est-ce que maintenant Claude est prêt à dire, bon, ben OK, je vais avec Suzuki ou je vais avec Suzuki, ou peut-être que Marc Bergevin et Claude et Kurt Muller et Richardson ont dit, ils ne suivent pas le rythme, les gars, là, faites attention, là, on ne l'aide plus. S'ils ne suivent pas le rythme, tu ne les aides plus. C'est plate parce que je vais te parler c'est plate parce qu'on a parlé des effectifs, puis tu sais, il y a tellement d'affaires à compter. On va s'en garder pour demain. Mais, entre autres, le jeu de puissance que je voulais te parler, tu sais, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont joué contre Buffalo, mais maudit, je trouvais qu'il y avait de la créativité, des passes à travers la boîte défensive, je ne sais même pas si le Canadien marquait un avantage numérique, je n'ai pas de souvenir, mais honnêtement, le Canadien était créatif samedi en avantage numérique. C'était créatif, mais ils n'ont pas marqué. Pas grave. C'est 0-4. Mais si tu regardes les unités spéciales, là, du côté du Canadien de Montréal, là, dans la Ligue nationale, ils sont 26e. Ils ont eu 25 avantages numériques, 25 sur l'avantage numérique, 64,7 sur le désavantage, pour une moyenne d'efficacité de 89,7. Donc, oui, tu as raison, Martin, mais est-ce que tu es d'accord à dire avec moi que l'an passé, c'est à l'inverse? On avait beaucoup de succès en désavantage numérique, très peu en avantage. Mais à 89,7, Martin, c'est pas assez dans la Ligue nationale. Ça prend entre 103 et 107. Non, je suis d'accord, mais je vais dire comme Guy a dit, il n'y a pas grand gars qui ont pratiqué leur jeu défensif pendant l'été. Là. Non, mais ça, je suis d'accord. Bon, Guy. On t'en parlera pas quand tu es à Ottawa, mon petit coquin, toi. Mais c'est vrai. D'améliorer ton désavantage numérique, c'est quelque chose que tu peux faire pas facilement, mais avec du travail. Moi, dans le moment, je regarde les Canadiens, dans leur zone, ils sont un petit peu trop passifs parce qu'ils ont un bon échec avant. Pour l'avantage numérique, tu veux toujours être meilleur, mais tu peux pas dire à Gallagher, rate pas le but, mon coquin, parce que là, je t'enlève ton corner après le match. Petrie, si tu lances en haut du but, je t'enlève, je t'amène tape tes doigts. L'avantage numérique, c'est du talent, puis je pense que les Canadiens essayent, puis là, ils ont 25 %. Puis oui, je suis d'accord avec toi, même s'ils n'ont pas marqué contre Saint-Louis, la rondelle, elle circule beaucoup mieux. Oui, non, puis ça, c'était intéressant à voir que le Canadien, tu sais, puis c'était comme des nouvelles formations, puis bien aimé ce qu'on a vu. OK, on s'en jasera demain. Demain, je présume que, tu sais, en Morning Skate, on n'aura plus de précision sur qui sera de la formation, mais avant qu'on se laisse, si c'est toi, Gaston Therrien, coach, qui joue, qui joue pas? Bien, si moi, je suis entraîneur aujourd'hui, c'est une photo d'équipe, fait que je laisse les journalistes sur leur appétit, j'alterne Kotkaniemi avec Suzuki, puis je vous dis, messieurs, à demain. Un petit coquin, toi aussi, Gaston, ça veut dire. Là. Ben oui, mais là, je te demande. Oui, je t'ai répondu. Non, je te demande la veille qui joue, qui joue pas. J'aime ça. Non, moi, parce que moi, un jour, j'ai rêvé, là, je rêve plus, 59 ans, j'ai rêvé d'être entraîneur du Canadien. Moi, je vous dirais, écoutez bien, j'ai des nouvelles à vous dire. Demain, là, à l'entraînement, venez-vous-en. Je vais vous montrer c'est quoi mes trios. Vous allez voir qui commence l'entraînement des gardiens de but. Vous allez même savoir vers mon gardien de but. Fait que, vous voyez là comment je suis un gars coopératif. C'est comme ça, j'aime ça. OK, d'abord. As-tu aimé la paire de Fallin et Chariot? Bien, je pourrais te dire oui, puis je pourrais te dire non, parce qu'il me semble qu'à chaque fois qu'il était sur la plage, j'avais quelque chose à faire chez moi. Fait que je peux pas vraiment t'en parler. Il faut que j'attende à demain pour t'en parler. Hey, c'est un excellent teaser. Soyez là demain.
Salut, All Martin, tu voulais avoir congé aujourd'hui, tu aurais dû le prendre, ton congé. Ouais. Failli l'avoir, même si je voulais pas, j'ai failli l'avoir quand même. Bon, non, mais c'est Claude Julien va jongler avec ça. Regarde là, on va recommencer Laval sur les gardiens de but. On en avait eu pour 2 matchs. Demandez-moi pas, là, vous le savez. Ben oui, quand on te pose la question, on répond tout de suite. On va le savoir pour le lendemain. OK, Gas, on chicane demain? Ben, avec grand plaisir. Hey, aujourd'hui, quelle belle journée. Quel beau début de fin de l'avant-midi pour moi. Oui, amuse-toi, profite-en. Parfait, mon ami, on se retrouve 5 à 7. D'ailleurs, quand ça? Après-midi, ben là, toi, tu voulais congé, fait que je sais pas si tu travailles. Non, moi, je suis en congé. À partir d'après le podcast, moi, c'est fini. OK, bon. On va écouter les sénateurs contre le Wild sur RDS. Sur RDS, ouais. C'est ça que je m'en écouter. Parfait. Puis dis à Guy Boucher, là, quand je le revois à RDS, je veux qu'il me parle de son désavantage numérique. Oui, il va te dire qui s'en occupait. C'est bon. Pas inquiète de lui, c'est un gars très intelligent. Salut, les amis. Ciao. Salut. Ouais. C'était Excellent. Beaucoup de réactions, évidemment. Benoît Ferland sur Facebook. Julien commence déjà à jouer avec ses trios. Les autres formations laissent jouer leurs jeunes et passent pas leur temps à leur faire changer de trio et à les mettre dans les gradins. Sinon, quelle chimie peut s'installer? Tu sais, je vous ai écouté parler, puis les auditeurs aussi ont réagi. Là. Est-ce que tu gagnes avec des vétérans? Est-ce que tu penses pas gagner ni avec tes vétérans ni avec tes jeunes? Est-ce que c'est préférable de les développer à Laval? Est-ce que c'est préférable de les laisser là et de leur faire des erreurs tout le temps? Est-ce que les entraîneurs adjoints disent... beaucoup de choses, hein? Beaucoup de questions. Est-ce que les entraîneurs adjoints disent il y a de la misère un peu à suivre le rythme? Ça se peut, ça aussi. Puis plusieurs personnes sur RDS.ca aussi y allaient de statistiques. Hughes, il n'y a pas de points en 5 matchs. Est-ce qu'ils vont le retourner dans les mineurs ou dans le junior? Non. Fait que c'est ça. Fait que, souvent... Là, une chance que Kako a marqué. Kako, son premier but. Kako. Mais parlant de marqueur, là, puis je sais que vous suivez RDS, là, vous suivez ça depuis longtemps, là, mais vous avez vu Cole Caulfield. Hein? Cole Caulfield. Hein? 4 buts en fin de semaine. Stéphane Leroux y était. À Hockey 360, vous avez vu les reportages en fin de semaine. Il a poursuivi avec 2 autres buts samedi. Puis je vais en profiter pour vous inviter demain. On enregistre le balado sur la glace. Il va être évidemment abondamment question de Cole Caulfield. Cole Caulfield. Wow. Oui, wow. Ben, 4 buts. Il marque des buts. Là. Il est bon. Il marque des buts. Il est bon à l'université. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais Martin Giroux disait rumeur que Bergevin serait à l'écoute pour TJ Brody. Plusieurs commentaires. Les gens, tu sais... On repartira pas la machine à rumeurs, mais visiblement, on en a parlé la semaine passée. Il va manquer à un moment donné quelqu'un pour jouer à gauche de chez Weber. Il va demander Oubliez ça, Brody. Il y a des blessures à défensive du côté de Calgary. Oui, puis ça va peut-être bouger au niveau de la défensive partout dans la ligue. Yalmarsson, je pense qu'Arizona s'est blessé. Il va être absent 3 mois, c'est ça. Il va peut-être avoir du petit mouvement de personnel. Rasmus Sandin a été rétrogradé. Oui. Mais j'ai lu ce matin, on va en parler avec Pierre dans quelques instants, mais j'ai lu ce matin que le plan des Leafs, c'était de le faire jouer avec les Marlies au début de la saison, mais il a tellement connu un bon début de saison que ça a forcé les choses. J'ai fait peut-être le parallèle avec Suzuki. C'est fait gelé en fin de semaine. Ouais, c'était pas... Ouais. Mais c'est ça. Fait que les jeunes, puis Guy en a déjà parlé en ondes, puis ceux qui ont l'expérience avec nationale en ont déjà parlé que les matchs pré-saison puis le début de la saison LNH, c'était pas la même chose, bien on en a une autre preuve, là. OK. Ce qu'on va faire, Martin, on va aller rejoindre Pierre Lebrun, mais on va mettre fin au Facebook Live et tout de suite vous inviter sur RDS.ca pour la suite. Qu'on raccroche Facebook. On raccroche Facebook, mais on poursuit sur RDS.ca. Vous connaissez le... Voilà. Voilà, merci. C'est fait. OK. Allons rejoindre immédiatement Pierre Lebrun. Salut, Pierre. Comment ça va? Ça va très bien. Je te souhaite premièrement une belle action de grâce. Oui, toi aussi. Thank you. Beaucoup d'actualités dans la Ligue nationale de hockey. Je pige au hasard. Premièrement, avoir su que ça prenait Marleau pour gagner, je présume que San Jose l'aurait signé plus vite que ça. Il aurait dû signer au mois de juillet quand Marleau voulait se faire signer par les Sharks. C'est tellement intéressant comme histoire. Écoute, ça a été très émotionnel pour lui. Quand Doug Wilson l'a appelé, c'est quand il est sorti ça? Mardi, je pense. Doug Wilson m'a appelé mardi pour dire oui, OK, on a décidé de te signer. Patrick Marleau était très émotionnel. Et puis, écoute, on sait qu'il a connu la plupart de sa carrière à San Jose. Sa famille demeure à San Jose. Ses enfants ont rentré à l'école au mois d'août à San Jose sans que lui connaisse même où il était pour jouer cette année. Ils ont toujours gardé leur maison à San Jose, même pendant son séjour à Toronto. Alors,
Ça a été très émotionnel. Ça a été difficile à comprendre, je pense, pour Patrick, pourquoi qu'au mois de juillet, les Sharks ne vont pas lui signer un petit contrat, mais le Golson avait été très clair avec lui et son agent Pat Brisson qu'on voulait donner la chance aux jeunes cette année au camp d'entraînement puis pas les bloquer. Puis c'est pas que les Sharks ont changé d'idée sur leurs jeunes. Ça a plus à faire avec le fait que les Sharks ont connu toutes sortes de blessures au début de la saison, puis évidemment les défaites. Alors, le timing était bon. Puis écoute, c'est toute une histoire avec les deux buts de son premier match, un autre assist hier à San Jose, et puis les Sharks tout à coup qui se sont réveillés. Écoute, puis je regardais, tu sais, du côté des Sharks, je sais qu'il y a eu des rumeurs, pas des rumeurs, mais tu sais, les gens commençaient à parler que peut-être DeBauer pourrait être le premier si ça ne se replaçait pas. Il y avait Carlson, Vlasic et Burns qui faisaient un concours de celui qui allait avoir le plus gros moins d'ici 2 semaines. Écoute, c'était couvert de ridicule ce qui se passait à San Jose alors qu'on attendait de grandes choses. Là, tu parles des blessures en plus. C'est Pavelski qui tenait ça ensemble à l'époque. Est-ce que Marleau est apprécié de ses coéquipiers? T'sais, Thornton, je ne sais pas c'est quoi qu'il a dit exactement, mais il ne voulait pas commenter. Marleau, il revient à San Jose, là, puis est-ce que tout le monde est content de le revoir? Bref, parle-moi donc de tout ça là, chez les Sharks. Hein. Ben, c'est sûr que Joe Thornton est content de le voir. Lui et Marleau, les deux me l'ont dit souvent. Ils sont encore meilleurs amis. Même quand Marleau a signé avec Toronto, ils ont toujours demeuré meilleurs amis. Si tu te rappelles, quand Marleau a signé avec Toronto, les Leafs avaient essayé de signer Thornton aussi. Alors, les deux ont quasiment parti ensemble comme un package deal. Thornton qui m'avait confirmé dans le temps que les Leafs y ont fait pas mal penser. Mais il a décidé, évidemment, lui, de rester à San Jose pendant que Marleau a quitté. Mais les deux ont toujours été meilleurs amis, même depuis le départ de Marleau. Fait que lui, il serait très heureux, Joe Thornton, que Patrick Marleau est revenu dans le vestiaire. Et tu sais, tu as parlé de Pete DeBoer. Moi, j'aurais été étonné que Pete DeBoer serait même une idée pour Doug Wilson de congédier. Absolument étonné. Il y a une relation très forte entre DeBoer et Wilson. Les deux amants. Il y a bien des gens qui ne sont pas rendus compte de ça n'importe quoi parce que les Sharks ne sont même pas rien annoncés. Mais Pete DeBoer, il y a un an, a signé un nouveau contrat à long terme avec les Sharks qui a commencé cette année. Fait que je serais pas mal surpris, même si les défaites continuaient, que Pete DeBoer serait dans le trouble à San Jose. Puis, tu sais, j'ai pensé à ça samedi parce que sur le reportage du match du Canadien face aux Blues, on parlait beaucoup de Larry Robinson. Je me souviens, tu sais, quand Larry Robinson a levé la coupe avec les Blues de Saint-Louis, c'en était un, ça, qui était conseillé avec les Sharks. Tu sais, je me disais, est-ce que c'est parce que lui est parti depuis quelques années que c'est difficile? Parce que défensivement, encore, là, c'est difficile pour les Sharks. Comme tu disais tantôt en joke, on dirait qu'il y avait un concours là, de médiocrité entre les gros canons à défense. Hein. Oui, donc c'est vrai. Ils ont eu de la misère, c'est sûr. C'était meilleur hier soir. Une belle victoire sur les Flames, 3-1. Mais en général, la défensive est faite. Puis aussi, les gardiens de but, Martin Jones, qui, avant hier soir, en arrachait pas mal, au point que les journalistes à San Jose se demandaient si Aaron Dell était pour jouer plusieurs matchs d'affilée. Mais finalement, Martin Jones qui rentre hier, puis était très fort contre Calgary. Une chose qu'on doit souligner, c'est que Bob Boughner, après que ça fait le congédié comme entraîneur-chef en Floride, se retrouve à San Jose cette saison. C'est lui qui est en charge de la défensive. C'est ça qu'il faisait avant qu'il avait parti de San Jose pour la chance d'aller être entraîneur-chef en Floride. Fait que je pense qu'on a encore confiance que la façon que lui veut faire les choses va éventuellement concrétiser la façon qu'on joue défensivement à San Jose, mais c'est sûr qu'au début de la saison, c'est difficile. OK. On change de ville. Du côté du Canadien, on se demande, ouais, tu sais, Fleury joue pas, il est-tu mieux d'aller à Laval? Les Leafs n'ont pas pensé à ça longtemps. Sandin, que j'ai aimé beaucoup au camp d'entraînement, a été retourné après les Marlies. Je ne sais pas si c'est après qu'il se soit fait geler dans la game en fin de semaine qu'ils ont décidé ça, là, mais... Ben moi, selon mes informations, c'est que les Leafs, c'est assez délicat comme affaire parce que on a tellement des gros espoirs pour Rasmus Sandin, mais aussi, on veut que son développement soit numéro 1. Puis, sur la troisième vague des Leafs offensivement, il joue seulement 12 minutes par match.
et ne joue pas du tout sur le désavantage numérique ou l'avantage numérique, éventuellement, quand tu as des gars comme Morgan Riley puis Tyson Barrie. Alors, pour son développement à 19 ans, je pense que les Leafs ont décidé, après le match de Detroit, il a besoin d'aller dans la Ligue américaine pour jouer du gros 20 minutes sur l'avantage numérique, désavantage numérique, continuer son apprentissage comme professionnel. Je pense que c'est une belle décision des Leafs. Et aussi, il y a Travis Dermott qui éventuellement va revenir. Alors, probablement que c'était une décision qui était pour venir d'une façon ou l'autre. Pour le moment, c'est Kevin Gravel, l'ancien des Kings, qui va avoir une chance d'être sur la troisième vague, mais en général, ça, c'est une décision qui n'a rien à faire avec les victoires et les défaites, mais vraiment pour le fait que je pense qu'on pense pas qu'un jeune de 19 ans jouant seulement 12 minutes par soir et pas dans toutes les situations que c'était la meilleure situation pour son développement. J'aime ça. Puis des fois, avec ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale de hockey, ben, ça permet d'atténuer certaines choses à Montréal. Tu sais, si le Canadien décide de renvoyer Fleury. Même Suzuki, là. Même Suzuki. Si les Leafs le font avec un bel espoir à la défensive, le Canadien peut le faire aussi. Moi, c'est ça que je ferais avec Fleury, c'est sûr. Si moi, je serais Canadien, puis si Fleury ne joue pas souvent d'ici une semaine ou deux, je pense que, et encore une fois, je pense que le développement est plus important que rien d'autre. Alors, on verra. Évidemment, aussi, le Canadien est tellement en santé en général avec l'équipe, puis ils ont tellement d'options en défense, c'est intéressant. Mais moi, si Fleury ne joue pas assez souvent, d'ici une semaine ou deux, moi, je serais Canadien, je l'enverrai à Laval pour son développement. Suzuki, c'est un peu moins évident parce qu'on l'utilise quand même. Je sais qu'il a connu des moments de sa quatrième ligne, mais il connaît encore des moments. Hein. Alors, je pense avec lui, je pense que je serais un peu plus patient. Oui, c'est drôle parce que j'ai pas haï son match de samedi. Puis là, ce matin, il se retrouve en alternance avec Kotkaniemi au centre. Fait que ça va être dossier à suivre demain. Oui, absolument. Okay. Parle-moi on va poursuivre avec ton tweet sur Gallagher à 3,75 $. Tu trouves que c'est pas pire? Mais il est bon, c'est vrai qu'il est bon. Mais maudit que je pensais que les Blues auraient dû challenger le but alors qu'ils reculent dans le gardien de but. Ah oui, ça, je suis d'accord avec ça. Écoute, on l'a vu Claude Julien durant les matchs hors concours. Je pense que les entraîneurs ont peur maintenant de le faire. Tu sais. Quand tu pognes une punition de 2 minutes, si la Ligue n'est pas d'accord avec ce que tu vois, toi, il n'y a pas personne qui veut aller des avantages numériques. Alors, je ne sais pas si la Ligue doit regarder à ça encore une fois après cette saison, si ça va trop de l'autre côté. S'il n'y a pas personne qui fait des challenges à cause de ça, ben ça veut dire qu'il n'y a plus de challenge. Alors, je ne suis pas sûr que c'est ça le but de tout ça. Là. Mais ça va en prendre un qui challenge puis qu'on voit que ça tourne pour que les gens disent OK, ça existe, ça se peut. Là, j'ai l'impression que tout le monde est sur les freins. Puis d'un côté, avec une petite tapoche de rien pantoute, on annulait tous les buts. Fait que je suis content. Ça augmente l'offensive encore une fois du côté de l'attaque, etc. Je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, ça a 2 buts d'avance au Canadien, je ne me trompe pas. Tu te sortais du match, là, il restait 7 minutes. Fait que moi, selon moi, il devait essayer de prendre la chance de garder ça à un but avec 7 minutes à faire. Là. Oui, puis à long terme, il y a peut-être une autre conséquence aussi, malheureusement, c'est qu'il y a peut-être les Gallagher de la Ligue nationale, ils vont peut-être être un peu plus généreux avec leur présence devant le filet. T'as raison. Non, mais parce qu'ils vont dire, écoute, il n'y a pas personne qui fait le challenge, je vais tout faire pour compter un but. Fait que les joueurs intelligents, c'est ça qu'ils devraient faire. Fait que là, ça te mène à la question encore une fois, parce que écoute, ça fait 25 ans que je trouve de la Ligue nationale. Ça fait 25 ans qu'on en parle, mais la santé des gardiens de but, la protection des gardiens. Alors ça va continuer aussi d'être là-dedans, je pense. Oui, c'est archi important. OK, d'autres petites actualités dans la Ligue nationale de hockey. Finalement, on a trouvé des bons alliés puis un bon centre à l'année parce qu'il a l'air de marcher. Oui, monsieur, il marche. Puis c'est tellement intéressant ce qui se passe à Winnipeg, évidemment. On a des problèmes à la ligne bleue. Les Jets ont des gros problèmes défensifs. On l'a vu hier soir dans la défaite de 7-2 contre Pittsburgh. Mais Laine joue bien. Puis c'est tellement intéressant comme histoire parce que, écoute, il s'en est pas caché lui-même cet été quand il a dit aux journalistes, c'est au mois de septembre finalement, aux journalistes en Finlande que c'était pas trop content avec son rôle sur l'équipe l'année passée. Puis je peux te dire que selon mes informations, c'était un thème très important dans les discussions entre Mike Liut, son agent, et Kevin Cheveldayoff, le directeur gérant des Jets. Qu'avant qu'on même se rend à parler des chiffres et du contrat et tout ça,
il y a eu beaucoup de conversations, de philosophie, de qu'est-ce qu'on fait avec Patrick Laine, puis c'est quoi son rôle sur cette équipe-là dans l'avenir. Puis quand on dit l'avenir, maintenant. Ouais. Alors, je pense que c'est une des raisons que je pense que c'est délicat comme situation. Puis c'est une des raisons qu'il y a seulement fait un contrat de 2 ans. Tu peux bien dire qu'il y a bien des joueurs dans cette situation-là cet été qui ont signé des contrats de 3 ans. Lui, il a fait 2 ans. Ouais. Puis je pense que c'est pas mal. Je pense que tu peux le voir. Pourquoi? C'est parce que le joueur n'est pas sûr de la façon qui a été utilisée. Fait qu'il n'est pas sûr de sa place à long terme avec l'équipe. Puis de l'autre côté, faut le dire, je pense que l'équipe n'est pas sûre de lui. Fait que les deux côtés ont fait 2 ans, je pense, parce que c'est comme un petit try-out, là. Est-ce que tu vas devenir le compteur de 50 buts qu'on sait que probablement tu vas être, mais du côté de Laine, est-ce que vous allez m'utiliser comme un compteur de 50 buts? Oui. Alors, c'est très, très, très intéressant. Puis, présentement, il joue sa grosse ligne. Il a quasiment jamais joué sa grosse ligne depuis son entrée dans la Ligue, malgré du fait qu'il compte 35 à 40 buts par année. Ben, c'était ma question. Là, tout à l'heure, tu parlais dans les négociations. C'était une question. Est-ce que Laine peut dire, moi, là, je vais signer 2 ans, le chiffre que tu veux, mais tu me garantis que je sois sa première ligne? Parce que avant c'était le poste à Kyle Connor. Oui, justement. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en même temps, les Jets avaient des négociations de Kyle Connor. Oui. Mais puis, est-ce que ça peut aller jusqu'à là, Pierre? Non, je pense pas qu'il y ait eu des garanties ou des promesses faites. Seulement que je pense qu'il y a eu des communications au sujet qu'éventuellement, on va tout faire pour faire sûr qu'on s'utilise de la façon qu'on devrait, mais je pense pas qu'il y a des garanties là-dedans. Tu peux pas partir à ton coach. Ben non. Tu peux pas mettre des menottes ses mains de même à un coach, mais quand même, je pense que ça a été des bonnes discussions. Puis écoute, c'est un contrat de 2 ans. Alors, si dans 2 ans, les deux côtés sont pas encore sûrs d'un côté ou de l'autre, les choses peuvent changer, mais moi, j'ai l'impression que ça va être le contraire. Je pense que Laine va être un des meilleurs compteurs dans la Ligue, puis je pense que son avenir va être à Winnipeg, on verra. OK. Winnipeg qui en gagne certains. Il était parti sur une lancée, le box s'était réveillé, mais la défensive, je le répète pour les gens qui ne savent pas, là, Morrissey, Tucker Pullman, Carl Dahlstrom qui ont pris au balotage, Neil Pionk, Anthony Bietto et Dimitri Kulikov qui étaient 7-8 sur les Blues. Je pense que les Blues avaient été cherchés pour les séries ou c'était Del Zotto. Mais tu sais, ce gars-là n'était plus dans les top 4 de personnes depuis quelques années. Là. Non, Morrissey, c'est le seul vrai top 4. Puis, ça fait mal. Écoute, Dustin Byfuglien qui continue d'évaluer son avenir. Puis, c'est quoi, lui? Il est-tu tanné du hockey? Y avait-tu des problèmes dans sa famille? Y a-t-il une raison pourquoi il n'est pas là? Je pense que tout le monde fait attention de pas trop en dire. C'est personnel, mais moi, mon impression, c'est que c'est justement ça. C'est les blessures des dernières années, sa commotion cérébrale, est-ce que son cœur est encore dans le hockey, oui ou non? Moi, je pense qu'il va revenir, mais ça, c'est moi qui devine, mais moi, j'ai l'impression qu'il va revenir éventuellement, mais on ne sait pas quand. Puis, qu'est-ce qui est dur pour les Jets, c'est que pendant ce temps-là, je sais que les partisans des Jets, ils veulent que leur équipe aille chercher un défenseur à Pittsburgh ou quelque part d'autre. Mais le problème, c'est que si Dustin Byfuglien se présente à l'équipe dans un mois, là, c'est un plafond salarial. Ah ouais. Tu ne peux pas remplacer son salaire, puis ensuite, quand lui revient, là, tu as trop de salaire. C'est pour ça que je pense que les Jets doivent attendre de voir c'est quoi sa décision. Ou aller chercher un défenseur qui a beaucoup moins d'argent, puis peut-être tu peux essayer de balancer les choses plus tard, là, mais c'est pas facile. C'est pas facile comme situation. Ouais. C'est ça. C'est un peu ça qu'on fait en allant au balotage chercher Dahlstrom. Ça leur a rien coûté ni en argent, ni en assets pour obtenir ses droits. OK, vous avez des questions pour Pierre Lebrun. Vous ne vous gênez pas. Des questions à travers la Ligue nationale de hockey. Vas-y. J'en ai une. C'est un auditeur, c'est Louis William, je pense, Pierre, qui écrit ça. Puis il dit, qu'est-ce que tu penses du début de saison d'Ilya Kovalchuk avec les Kings? Les Kings qui, en fait, Kovalchuk qui a quand même 6 points en 5 matchs. Ça a été l'acquisition. Tout le monde voulait Kovalchuk. Il est allé avec les Kings. Ça n'a pas été super. Parle-nous de ton début de saison. Non, puis c'est le fun de regarder ça parce que tu te rappelles les équipes qui ont essayé de le signer. Il y avait San Jose, Boston, qui était vraiment finaliste avec Los Angeles là-dedans.
Il met une talon de Kovalchuk à Boston. Est-ce que ça aurait été différent l'année passée ou non? Je ne sais pas. Peut-être. Mais c'est quand même intéressant que les Bruins avaient été là-dedans. Écoute, il m'a de l'air correct. Je pense qu'il était excité d'avoir un nouveau entraîneur-chef. Je pense que lui, puis le nom m'oublie. Oui, Desjardins, qui était entraîneur-chef pour le restant de la saison l'année passée. Lui, puis Desjardins, c'était pas sa même page du tout. Alors, je pense qu'il était Kovalchuk, je m'ai fait dire, de très excité de jouer pour Todd McLellan. Qu'est-ce qui est intéressant dans son cas? Premièrement, il y a une clause de non-échange à 100%, fait qu'il décide son avenir. Mais la plupart de son argent a déjà été payé sur son contrat. Fait que lui, il y a un contrat qui a signé l'été 2018 pour 3 ans. La moyenne, c'est 6,25 millions par année. Mais la réalité, c'est que dans les bonis, il y a déjà 13 millions de bonis qui ont été payés depuis le 1er juillet. Fait que, en vraie vie, c'est un gars qui fait 700 000 cette année, parce que son boni a été payé le 1er juillet 2019, cet été. Puis il fait 4,25 millions l'année prochaine. Alors, s'il y a une équipe qui pense qu'on a besoin un peu plus d'offensive, tu peux aller chercher un gars qui a déjà 18 millions de payés sur un contrat. C'est 2/3 de son contrat de payé. Puis tu le pognes sur le cheap. Alors ça va être intéressant à suivre d'ici à la date limite. C'est sûr que les Kings ne seront pas dans les séries, je pense pas. Alors, c'est une situation à suivre à cause du côté financier là-dedans. Oui, défensivement, je te dirais que c'est pas facile. J'ai regardé le match contre les Oilers, je crois, la semaine passée. Il y avait le jeune Bjorkfoot qui jouait avec Drew Doughty, mais je te dirais que c'est pas facile pour la brigade défensive de cette équipe-là. Non. Puis écoute, on s'en cache pas. Rob Blake s'en cache pas quand on se parle. On en regarde au long terme maintenant. C'est sûr que ça va être frustrant pour des gars comme Drew Doughty et Andy Kopitar d'entendre ça, mais en général, les Kings veulent se rajeunir puis ils veulent rebâtir. OK. Crosby, je ne sais pas pourquoi, quand un des deux se blesse, l'autre se lève. Oui, toujours. Ça a toujours été le cas. Puis, écoute, c'est assez intéressant comme fin de semaine. 14 buts par les Pingouins en 2 matchs avec toutes les blessures. Il n'y a pas juste Martin qui est blessé. Il y a Galchenyuk, il y a Brian Rust. Il y en a une gang. Alors, la brigade de Wilkes-Barre a rentré là-dedans. Et puis, il y a Sam Lafferty 3 buts en fin de semaine. Joseph Landesi, Zach Aston Reese qui a connu une grosse fin de semaine. Alors, tu sais, la profondeur des Pingouins, je pense que, franchement, moi, je questionnais. Et surtout qu'avec les blessures arrivées, je n'étais pas vraiment sûr si la relève était là, mais en tout cas, elle était là en fin de semaine. Puis, ça enlève un peu de pression sur Jim Rutherford d'aller faire un échange panique pour un joueur d'avant. Parce que l'équipe s'est retrouvée un peu, puis c'est sûr que c'est le 87, puis Jake Kenso aussi qui est très fort, qui mène l'équipe. Mais de l'autre côté, je pense qu'on va voir un échange éventuellement de toute façon, parce que les Pingouins continuent d'avoir 9 défenseurs avec eux autres. Ça, c'est un taux. Puis je sais que les équipes entendent pas mal de Jim Rutherford présentement. Il va vouloir échanger un défenseur. Et tu l'as dit, échanger, pas le donner. C'est ça. Il veut faire un échange, oui, justement. Alors, ça va être intéressant de voir. Écoute, le nom de Jack Johnson, ça fait longtemps qu'il circule. Il y a aussi Eric Goodbranson, s'il y a une équipe qui a besoin un peu plus de gabarit, un peu plus du côté physique. On verra. Qu'est-ce qui te surprend le plus, le début de saison des Oilers ou celui des Devils? Oui, probablement, je dirais les Oilers. En fait, j'ai fait une conversation il y a à peu près 1 heure avec Ken Holland, le directeur gérant des Oilers, parce que je voulais qu'il me compte encore une fois comment il s'est trouvé avec Dave Tippett comme entraîneur, parce que les Oilers ont quand même fait entrevue avec plusieurs candidats, mais c'est Dave Tippett qui a embauché. Il n'y avait pas vraiment, lui, d'histoire avec Dave Tippett, malgré du fait que les deux sont des vétérans dans la Ligue pendant longtemps. Et ça ne va pas vraiment croiser, mais non, avec les équipes nationales, non, ça n'a pas rapport. Oui, avec les équipes nationales, oui. Je veux dire sur le côté national. OK. Mais oui, sur le côté national, oui.
Mais une chose qu'il m'a dit, Ken Holland, c'est qu'après d'avoir annoncé à Ken Hitchcock que Ken Hitchcock ne reviendrait pas comme entraîneur, il a demandé à Ken Hitchcock de l'aider dans ses recherches pour le prochain entraîneur. Puis Ken Hitchcock a dit oui. Alors Ken Hitchcock a eu a eu un rôle dans les Oilers, dans l'embauche de Dave Tippett qui est assez intéressant. Puis moi, le point puis je vais écrire là-dessus dans l'Athletic aujourd'hui, mais moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, il y a tellement de chance des fois dans cette affaire-là, qui t'embauche, puis quand ils embauchent. Quand la Ligue nationale a décidé à réunion des gouverneurs au mois de décembre dernier que Seattle était pour avoir une équipe d'expansion, mais que l'équipe était pour commencer octobre 2021 au lieu d'octobre 2020, moi, je pense que ça a vraiment influencé la décision de Dave Tippett de sortir de Seattle puis prendre la job à Edmonton. Parce que Dave Tippett n'a jamais dit qu'il voulait être le coach de Seattle, mais j'ai de la misère à croire que si Seattle commence au mois d'octobre prochain et que lui est encore à Seattle, on sait qu'il est à Seattle comme consultant, il faisait du travail avec le propriétaire. Il n'était pas pour essayer de se mettre comme candidat au moins pour être le premier entraîneur à Seattle. Mais je pense que quand tu as un délai jusqu'à 2021, moi j'ai l'impression que Dave Tippett a dit c'est trop longtemps pour moi de pas coacher parce qu'on sait que lui, il a sorti de Phoenix en 2017. Ça aurait été 4 ans sans coacher pour Dave Tippett s'il attend jusqu'à octobre 2021. Alors, moi, écoute, c'est une décision. On sait pourquoi que la Ligue nationale l'a fait. On n'était pas sûr que le Key Arena était pour être construit en temps pour le mois d'octobre prochain, mais aussi, dans le temps, on n'était pas sûr si les joueurs étaient pour sortir de la convention collective. Alors, il y a plusieurs raisons que Seattle a été poussé à octobre 2021, mais à la fin de la journée, c'est une décision qui a peut-être vraiment aidé les Oilers d'Edmonton. Oui, puis tu te fais appeler, veux-tu attendre un an pour l'expansion ou tu venais coacher Connor McDavid avec un boss qui a de l'expérience? C'est pas pour un jeune directeur gérant qui sait pas ce qu'il fait, là. Un vieux de la vieille, qui a de l'expérience, tu sais qu'il va te traiter avec respect. Là. Ken Holland, là, tu t'en vas pas travailler pour un gars qui commence. Là. Exactement. Ça, c'est un bon point. Puis aussi, il faut souligner le fait que Dave Tippett a signé pour 3 ans avec les Oilers. Habituellement, les gars de 130, là, les gros coachs vétérans, ça signe pour 5 ans. Oui, t'as raison. Claude Julien signé pour 5 ans à Montréal, Mike Babcock, 8 ans à Toronto, Joel Quenneville. Des gars de ce niveau-là, ça signe d'habitude à long terme. Alors, c'est intéressant qu'il ait signé pour 3 ans seulement. Qu'est-ce qu'on lit là-dedans? Ben, peut-être qu'il voulait voir comment c'était pour aller à Edmonton. Je pense qu'il a assez de confiance des Tippett pour pas besoin de se faire donner une tonne d'argent et de sécurité et tout ça. Je pense qu'il voulait vraiment revenir au coaching, mais en signant seulement pour 3 ans, ça lui donne un peu de, ça va pas bien, ben il peut aller quelque part d'autre, fait que c'est intéressant. Moi, je pense que ça va bien aller, mais c'est quand même intéressant que c'est juste 3 ans. Ouais. Tu penses-tu, par exemple, que ça va tenir? On a fait, nous aussi, on a eu Ken Holland dans l'entrevue, puis il disait, l'important, c'était d'aller chercher un peu de profondeur, bien sûr, Neil, mais Neil, pour lui, c'est parmi son top 4 à l'attaque, mais il a parlé de Sheehan, il a parlé de Thomas Jurko qui connaissait bien, c'était du monde qui connaissait, mais c'était du monde qui allait donner une profondeur que les Oilers n'avaient pas. Quand même, c'est mince, quand tu regardes la formation des Oilers, est-ce que tu penses que ça peut tenir? Non, il va y avoir des moments difficiles, c'est sûr. Les Oilers vont revenir dans notre planète, là, éventuellement. Mais c'est quand même du point dans le classement que tu ne peux pas enlever. Fait, c'est ça. Alors, ce que ça aide pour une équipe comme Edmonton, c'est que si tout à coup, ça revient à une équipe qui en gagne autant qu'ils perdent, ils sont quand même donné au moins une place où peut-être ça leur donne une chance au moins de jouer des matchs qui ont d'importance au mois de mars. T'sais. Alors, c'est ça que ça fait quand tu commences avec 5 victoires. Puis, non, il va y avoir des séquences difficiles. C'est une équipe qui ont des trous dans l'alignement, c'est sûr. Ken Holland, quand il parle, le long terme est important. Il y a du travail à faire, c'est sûr. Mais c'est une très belle histoire. Tu sais, les Sabres, il y a un gros parallèle. Tu regardes les embauches d'entraîneurs cet été. Tu sais, les Sabres avec Ralph Kruger, on en a parlé la semaine passée. Fait qu'on n'a pas besoin d'en parler encore, mais
Ross Cooler avec son impact tout de suite à Buffalo, Dave Tippett à Edmonton et Dallas Eakins à Anaheim. Alors, c'est des embauches qui payent directement ici au mois d'octobre pour leur équipe. Exact. On n'en a pas parlé, mais on s'en va garder pour la semaine prochaine, Pierre. Puis je veux que tu remarques que j'ai pas fait d'allusion à ce que tes Cowboys ont perdu face aux Jets. Ça n'a pas été un souper d'action de grâce avec beaucoup de sourires, je peux te dire ça. Face aux Jets, Pierre. Les Jets! Ah, ben, Sam Darnold était revenu. C'est un bon jeune corps arrière, mais quand même. Un autre match où ça prenait un autre 2 minutes sur l'horloge pour les Cowboys. Mais. All right, Pierre, toujours le fun. On se rejoint la semaine prochaine. Parfait. Salut, Martin. Bye. Bon texte sur l'athlétique, c'est avec Ken Harlan, d'ailleurs. Ben, tu vois, Nicolas venait juste de poser une question. Le Canadien va affronter le Wild jeudi, puis son mauvais départ aussi. Aucune victoire, 4 défaites. Est-ce que Bill Guérin va devoir reconstruire? Est-ce qu'il va avoir ça va pas super bien de leur côté. Même quand Fenton est arrivé, là, on était prêt avec une équipe vieillissante puis pas capable de bouger avec la masse salariale parce que pourtant, Paul Fenton, on l'avait déjà eu en entrevue là, à l'époque où est-ce qu'il était dans l'organisation des Prédateurs de Nashville. Puis il semblait avoir un bel avenir. En tout cas, ça a duré 1 an. Fait que je ne sais pas si Bill Guérin va réussir à tourner cette situation de côté. Là, mais, non, Fenton, d'après moi, ça a mal été. Ça n'a pas bien été. Ça n'a pas bien été. JF parlait de Pouilly-Harvey. Les Oilers paraissent bien là, avec leur début de saison. Souvenez-vous ce que Ken Harlan a dit sur nos ondes. Si l'offre est bonne, il peut partir. Mais le garder en Europe un autre temps, ça me dérange zéro. Ben, c'est ça. Puis comme Pierre disait, là, il nous avait dit... C'est un peu comme le Canadien. On veut se battre pour les séries sans hypothéquer l'avenir parce qu'on veut faire un reset, replacer ça comme ça devrait être avec les Oilers. C'est un peu ça aussi qu'on veut faire avec qu'on voulait faire avec les Canadiens. Absolument. Dernier point, Éric. J'adore l'apport de nos éditeurs, tu le sais, à chaque fois. Là. Éric Garneau dit Tobias Sandstrom, l'ancien de l'organisation des Jets, il a livré des bons commentaires à l'endroit du défenseur qui appartient aux Canadiens, Mathias Norlinder, avec qui il fait pair cette année. Il semblerait qu'Enstrom a dit ce jeune est tellement spécial et il a tout. Un bon espoir à venir. Il y a 5 buts avec Modo là, dans la Ligue élite de Suède. Ce sera peut-être un défenseur qu'on va voir à l'avenir. Là. Puis il y en a personne qui en a parlé, sauf Marc Bergevin, qui était très excité par cette sélection-là. Absolument. Tobias Nordstrom, tu te souviens-tu, il jouait avec... Numéro 39, je me rappelle. Non, mais dans le fond, il jouait avec un bâton plus long, qui était tapé à 2 places. Quand il jouait en attaque, il le tenait plus bas. Puis Stock tombait en défense, il le prenait un pied plus loin. Genre. Wow, OK, je me rappelle pas de ça. Oui, Tass, Tobias Sandstrom, tu vas voir les photos. Ouais. Excellente anecdote, Martin. Merci beaucoup. En ce lundi de l'Action de grâce. Écoute, Martin, ça complète. Demain, on va être en avant-match Canadien Lightning. C'est drôle, on n'a pas beaucoup parlé du Lightning. Là. On va le faire demain. Guy va être là, Gaston va être là. Puis tu en as fait mention. Yannick Gourde du Lightning de Tampa Bay va être avec nous demain. Absolument. Ne manquez pas ça. T'étais bon, Luc. Écoute, moi, je me fais la voix des auditeurs. Les écoute auditeurs pas ce que les gens te disent. C'est pas vrai que t'es pas bon. T'es excellent. C'est gentil, Martin. Mais comme je te dis, c'est moi, là, je fais le courroie de transmission entre les auditeurs puis toi. T'es excellent. Vous êtes excellent. Toi aussi, t'es bon. Merci, Martin. C'est gentil. Tes connaissances hockey sont bonnes. Merci. C'est gentil. Tu fais tout ça. Écoute, je serais pas prêt à dire ça, mais on en fait beaucoup. Bête. Bon, ça va faire. Appelons-le la bête. Mais merci d'avoir été là. Vous êtes excellents, tout le monde. Également, merci. Qui était aux médias sociaux avec nous? Tim était là et Olivier était là à mes endroits. Tim et Olivier. Gros merci. On s'en jase demain. Jour de match Canadien Lightning. On vous rappelle nos invités. Gaston sera là pour parler du Canadien. Guy ainsi que Yannick Gourde. Donc, on se jase demain. Bye.